Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Je m'appelle Julie Théa. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, notre émission est destinée à promouvoir la culture littéraire. Nous vous faisons donc découvrir des écrivains, leurs livres, et puis nous vous incitons à les lire. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité, mesdames et messieurs. Il s'agit de monsieur Pierre Laflamme. Voilà, nous allons donc parler de son livre Les oubliés de Dieu. Monsieur Pierre Laflamme, bonjour. Bonjour à vous. Vraiment, nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre plateforme. Ça me fait plaisir. Avant de passer à votre livre, Monsieur Laflamme, je vais vous demander de vous présenter assez brièvement, dire aux personnes qui nous regardent qui est Monsieur Pierre Laflamme. Alors voilà, Les oubliés de Dieu est mon troisième roman. J'ai commencé à écrire sérieusement au moment de prendre la retraite, même si j'ai toujours un peu écrit toute ma vie. Je n'avais pas vraiment le temps parce que comme les écrivains ne gagnent pas très bien leur vie très souvent, alors il faut avoir un job un peu plus sérieux. Et voilà, mais à la retraite, j'ai décidé de m'y mettre plus sérieusement. Et donc, Les oubliés, comme je disais, c'est mon troisième roman. Le premier roman parlait de la déportation des Acadiens au moment du début de la colonie au Canada. Le deuxième roman, Le sang des cailloux, parlait comment les jeunes sont recrutés par les djihadistes pour les groupes terroristes et ainsi de suite. Une histoire qui se développe sur le fond de la révolution égyptienne au Caire en 2011. Et Les oubliés de Dieu, donc, était un sujet intéressant à développer parce qu'on sait qu'il y a une crise des migrants qui sortent de l'Afrique qui est assez épouvantable. Très intéressant. Les oubliés de Dieu de M. Pierre Laflamme. Écoutez, M. Laflamme, vraiment, je vais commencer par vous dire merci parce que vous m'avez vraiment fait découvrir un problème, surtout un pays. Problème, non, parce que ce même problème, je le voyais plus des personnes qui arrivent des pays d'Afrique de l'Ouest, qui traversent la Méditerranée, voilà, au risque et péril. Et là, je découvre un pays qu'on n'entend vraiment pas parler, c'est l'Érythrée. Et que le problème, il y a un problème vraiment dramatique. En fait, oui, parce que l'Érythrée, comme on disait avant le début de l'émission, est un pays de la Corne d'Afrique. Et habituellement, quand on parle des problèmes de l'Afrique de l'Est, du Centre-Afrique de l'Est, si vous voulez, on parle de la Corne d'Afrique. On ne parle pas de l'Éthiopie ou de la Somalie ou de l'Érythrée. L'Érythrée est un pays à peu près inconnu de tous. Et comme dans ce pays, il existe une dictature absolument épouvantable, eh bien, j'ai pensé que c'était un bon point de départ pour justifier pourquoi les gens quittent leur pays et remontent vers le nord pour gagner l'Europe. Tout à fait. Vraiment, c'est... Ouh. Et le livre a tellement d'informations, vraiment, j'ai découvert. Dans le livre, vous dites que près de 5000 Érythréens quittent le pays à tous les mois. Par mois. Par mois. Le pays, c'est l'idée de millions de personnes depuis déjà quelques années. Oui. C'est assez épouvantable. Mais en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en Érythrée, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien pour faire vivre les gens. Alors, le dictateur, Isaias Afewerki, a trouvé comme solution d'obliger les gens à faire le service militaire. Mais le service militaire, qui est supposé de durer 4 ans, comme souvent ça arrive dans plusieurs pays, dure 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que tant qu'ils ne peuvent pas quitter le service militaire, tant que l'armée ne dit pas qu'ils peuvent quitter le pays. Alors, c'est une façon de contrôler le peuple, si vous voulez, et de l'occuper, sauf que c'est absolument épouvantable parce que les jeunes femmes, entre autres, sont très mal traitées, elles sont victimes de viols, très souvent des militaires ou des officiers et ainsi de suite. C'est vraiment, excusez le terme, mais c'est vraiment le bordel. C'est vraiment épouvantable. C'est ça, ce que j'ai lu dans le livre. En fait, ils appellent la circonscription, c'est ça? La conscription. La conscription, excusez-moi. Donc, ils commencent à les enrôler à partir de 15 ans, c'est ça? De 15-16 ans. 15 ans, 16 ans, oui. Filles comme garçons. Obligatoire, oui. Les militaires arrivent comme ça, poup, dans les maisons ou dehors, on les attrape, même dans la rue. Ben, on ne les attrape pas, on va les attraper s'ils ne se présentent pas au moment où ils doivent se présenter. Parce qu'il y en a qui essaient d'échapper au service militaire. Et c'est à ce moment-là que les militaires courent après ceux qui ne se présentent pas. Oui. Wow. Et c'est fait de façon très violente, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je raconte au tout début du roman qu'ils font des rafles, qu'on appelle. Oui. OK? On prend une portion de la ville, par exemple, Asmara, qui est la capitale, et on va prendre la rue principale et on va bloquer les extrémités de la rue principale. Et là, tout le monde doit présenter ses papiers. Si les papiers ne sont pas en règle, hop, dans le camion. Si vous devez vous présenter au service militaire et que vous ne vous êtes pas présenté, allez hop, dans le camion. Et les jeunes sont envoyés à partir de là dans les camps militaires à l'ouest de l'Érythrée. Et alors, les jeunes filles,
les jeunes filles de 15-16 ans, pour y échapper, il faut en fait avoir un bébé. Alors, des fois, elles sont obligées de payer quelqu'un pour les engrosser. Oui, exactement, oui. Ils font ça. C'est un truc qu'ils ont trouvé parce que l'Érythrée, étant donné qu'il y a tellement de gens qui quittent le pays, ils cherchent un moyen pour avoir plus d'enfants, pour garder la population active et ainsi de suite. Et les jeunes filles, pour éviter le service militaire, vont payer un garçon pour se faire engrosser pour avoir un bébé. Oui. Et à ce moment-là, la jeune fille est exemptée du service militaire. Wow! Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce roman? Ben, moi, je m'intéresse toujours un peu à, comment dire, à l'histoire des peuples. Dans le temps des dérangements, je parle de l'oppression sur les Acadiens par les Anglais. Le sang des cailloux, je parle des jeunes qui se font forcer par les islamistes à rentrer dans des groupes terroristes. Et là, je voyais depuis quelques années le problème des migrants qui cherchaient à atteindre l'Europe. Je me suis dit, il y a une histoire, il y a quelque chose à raconter là. Il faut en parler de ça parce que les bulletins de nouvelles, finalement, ce qu'ils nous montrent, c'est des images sensationnelles, des gens bloqués aux frontières dans les fils barbelés et ainsi de suite. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se passe. On ignore toutes les zones d'esclavage qui existent en Afrique. C'est épouvantable de dire, mais l'Afrique, il y a encore de l'esclavage qui se pratique de façon notoire. Ah oui, vous le décrivez même bien là-dedans. Déjà, ce problème que tout le monde... On parle un peu plus de ce problème des personnes qui arrivent de l'Afrique de l'Ouest. Sénégal, on dit qu'ils prennent des bateaux de fortune, ils arrivent, après se retrouvent coincés dans le désert libyen où ils sont effectivement entraînés dans l'esclavage. La Libye, c'est l'anarchie complète en Libye dans le moment. Depuis que Kadhafi a été assassiné, il faut le dire, c'est quand même ça qui lui est arrivé, ils ont tué le dictateur. Mais il n'y a pas de gestion dans ce pays-là, il n'y a rien. C'est comme on dit des fois, c'est le Far West, c'est n'importe quoi. Là. Et c'est un pays qui est très... qui est un point de départ pour les migrants qui veulent traverser la Méditerranée. Il y a beaucoup de migrants qui se rendent en Libye, qui cherchent des passeurs, parce qu'il y a un point proche de l'île de Lampedusa, l'île italienne, qui est si fréquentée par les migrants. C'est un des points les plus proches pour traverser. C'est pour ça que la Libye, il y a beaucoup de migrants qui se ramassent en Libye. Et là, ils doivent négocier un passeur à ce moment-là. Puis voilà, ils empêchent dans des bateaux de fortune. Des fois, c'est épouvantable. Ils ont rien à manger, rien à boire. Ils sont 150 dans un bateau qui devrait avoir peut-être 10 ou 20 personnes, ou je ne sais pas quoi. C'est complètement fou. C'est fou. Mais il faut vraiment être décidé pour faire ça, pour se lancer comme ça à l'assaut de la Méditerranée dans des bateaux comme ça. Il faut être décidé. Il faut être mal pris, comme on dit. Oui, oui. Non, mais quand on décrit avec votre description de ce qui se passe en Érythrée, je finis par me dire, mais je comprends pourquoi ils veulent fuir, partir. Mais le problème alors, ces jeunes qui s'enrôlent dans les camps militaires, hommes comme femmes, en leur disant que c'est pour la guerre, il faut qu'ils se préparent pour une guerre contre l'Éthiopie. Mais l'Érythrée et l'Éthiopie, c'est un même peuple, ils parlent le même langage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et dernièrement, il y a eu un traité de paix qui a été signé entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Alors, mais comme je vous disais plus tôt, c'est une façon d'occuper les jeunes parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien, ils ont des écoles, ils n'ont pas de grandes universités à ce que je sache. Pourtant, il y aurait des choses à faire parce qu'on s'est aperçu, à un moment, on a fait des découvertes archéologiques incroyables en Érythrée et on s'est aperçu que peut-être que l'homme viendrait de cette région-là. Donc, les archéologues voudraient faire des fouilles, tout ça. Les jeunes en Érythrée pourraient s'intéresser à la chose, apprendre et travailler là-dedans, mais il n'y a absolument rien qui se fait. Les frontières sont fermées, on ne peut pas rien faire. Oui, c'est ça le comble en fait, parce que, pardon, les jeunes souffrent, c'est la dictature, c'est vraiment un régime tyrannique, tyrannique, et ils ne veulent pas que les jeunes sortent. Les frontières avec le Soudan, tout ça sont fermées. Mon Dieu, mais c'est tout un trafic derrière. Quand ils arrivent au Soudan aussi, c'est autre chose. Après, il faut traverser, mais ils se retrouvent, il y a de tout. Ils veulent partir, c'est vrai, mais là-dedans, il y a tout. Ils rencontrent des esclavagistes. Qu'est-ce qu'il dit? Ils rencontrent les bandits des déserts qui les dépouillent, qui demandent des rançons aux familles de 10 000 euros. Ah oui, 10 000 euros, 20 000 euros. Puis en plus de ça, c'est que quand une famille réussit à payer la rançon, très souvent, la personne est vendue à un autre groupe qui va réclamer à son tour une autre rançon. C'est absolument abject. Ah là là. Mais il y a beaucoup, c'est devenu un business, excusez. C'est une business finalement. Je regarde au Soudan, on emploie de la main-d'œuvre à bon marché. Je vous raconte l'histoire des gens, des garçons qui
qui construisent des maisons là-bas, mais ils travaillent pour des salaires de famine. 3 € par jour à travailler en plein soleil, à transporter des briques à bout de bras, dans un pays où il fait quoi, 32-35 degrés à l'ombre, 360 jours par année, ou à peu près. C'est inconcevable. Mais encore là, ils sont exploités, mais c'est leur façon de gagner des sous pour essayer d'avancer puis d'aller plus loin. Dans ce régime érythréen-là, j'ai noté un certain nombre, mais vraiment d'aberrations. Ils ont ce qu'ils appellent des moustiques au sein même de l'Érythrée, Ouais. des moustiques. Mais les moustiques, c'est les gens qui travaillent pour le gouvernement, qui rapportent des choses au gouvernement, qui font de la, comment on dit, pas de la diffamation, mais en tout cas, c'est un peu comme les Soviétiques utilisaient le peuple à un moment donné, c'est un espionne l'autre. Et il va avoir les faveurs du gouvernement ou il va avoir les faveurs de la police ou de l'armée s'il va déclarer qu'un tel ou une telle a fait telle ou telle chose à ce moment-là. Je cherche le mot, mais le mot m'échappe, en tout cas. Voir à quel point ils pervertissent le monde, la société, c'est ça. On se méfie de tout le monde. Chez le marchand, faites attention, il y a des moustiques partout. Toujours. On l'a écouté et un préfet qui est là à attendre qu'on vienne lui raconter ce qui se passe. Ouais. C'est vraiment fou. Donc, alors, j'ai noté un certain nombre d'aberrations au sein de ce système. Les moustiques, les jeunes hommes et les jeunes femmes qui s'entraînent dans des camps, voilà. Quoi encore? Les filles, effectivement, on a parlé, les filles qui sont obligées de payer quelqu'un pour se faire engrosser et ne pas être envoyé à l'armée. Envoyé à l'armée. Alors, le jeune héros que vous avez choisi, très courageux d'ailleurs, dans le livre qui parle de l'Érythrée, pensant que ça va être si facile, il arrive à la frontière du Soudan, c'est autre chose. Il sort du Soudan, il passe la frontière, il part, il rencontre des esclavagistes, il s'échappe des esclavagistes, il part, il y a les bandits du désert. Dans les bandits du désert, souvent, eux qui demandent les rançons. Ils volent les Érythréens parce qu'ils savent que ceux qui cherchent à remonter vers le nord ont fait des économies, souvent pendant des années, de peine et de misère, et ils leur volent leur argent, tout simplement. Ils leur volent leur argent. Ou alors, ils les attrapent en esclavage, ils demandent la rançon. Une fois qu'ils ont empoché la rançon, allez, ils revendent à un autre esclave. La famille ne revoit même pas. Très souvent, ces gens-là qui quittent le pays comme ça, d'abord, ne peuvent pas revenir au pays parce que s'ils reviennent au pays, le gouvernement va leur tomber dessus. Donc, quand ils quittent le pays, c'est un peu de dire adieu à leur famille en même temps aussi. Très souvent, ils n'ont plus de lien avec la famille. Je regardais, il n'y a pas de système Internet. Il y a un système Internet qui date de la préhistoire. Ils n'ont à peu près pas de téléphone cellulaire. Ils n'ont rien pour communiquer. Ils ne peuvent pas écrire. Oui, vous dites 1 ou 6% seulement. 6% de la population ont… Quelque chose comme ça. Moi, je ne me souviens pas du chiffre, mais c'est infime comme chiffre. Et l'Internet, c'est comme télécharger une page sur votre ordinateur. Ça peut prendre 15 minutes, 20 minutes. C'est complètement archaïque, complètement dépassé comme système. Eux-mêmes, ils disent que ce pays, l'Érythrée, ressemble à un bagne à ciel ouvert. Oui. On a surnommé le pays la Corée du Nord d'Afrique. Du Nord d'Afrique, c'est ça. Oui. Alors, comme vous dites, d'un goulag tropical. Oui. Bon. Maintenant, on a effectivement parlé de tout ça. On vit quand même dans un monde où il y a des organisations qui, apparemment, sont là pour faire un peu régner la paix et tout dans le monde. Comment ça se fait qu'on n'en entend pas parler, l'Érythrée? Avec tout ce qui se passe, l'ONU, la communauté internationale, comment se fait-il, comment expliquer qu'il passe ça sous silence? Ou peut-être qu'il détourne carrément le regard, quoi. Je pense qu'on détourne un peu le regard mais c'est un peu le pays qui est en retrait. On ne s'est jamais vraiment intéressé à ce pays-là depuis la guerre, depuis que les Américains ont quitté, parce que c'était une base américaine à un moment donné d'observation, d'écoute pour les Américains. Et quand les Américains sont partis, plus personne ne s'est intéressé à ce pays-là. Afewerki a pris le pouvoir après la Révolution, pas après la Révolution, mais après la guerre avec l'Éthiopie. Puis voilà, il n'y a plus de contrôle et puis ça roule comme ça. Personne ne s'occupe de ce pays-là. Et il a vraiment mis le pays soufflé au moment où les tours jumelles tombaient à New York. À ce moment-là, il en a profité pendant que toute la planète regardait ce qui se passait à New York. Lui en a profité pour boucler le pays de façon officielle et complète. On parle de corruption aussi. Hein. Beaucoup de corruption. Oui, oui. Alors, la solution pour essayer de sortir tous ces gens de la misère à un moment donné, c'est qu'il faudrait qu'ils s'installent des industries, qu'ils se fassent des choses.
Mais à Milwaukee, les gens le regardent comme un bandit. Aucun pays veut s'associer avec lui pour faire des affaires parce qu'ils connaissent sa réputation de dictateur et ainsi de suite. C'est comme vouloir traiter avec Kim Jong-un en Corée du Nord. C'est assez délicat de faire des affaires avec un dictateur comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il se passe rien. Et c'est le problème de toute l'Afrique à un moment donné. Est-ce qu'on peut installer des choses pour faire vivre les gens? Parce que la solution n'est pas d'envoyer tout le monde en Europe. L'Europe ne peut pas suffire aux besoins de tous ces gens-là. Il faut installer des entreprises. Il faut que ces gens-là trouvent de l'emploi pour faire vivre leur famille, et ainsi de suite. Elle est là, la solution. Mais comment l'établir, ça, je ne sais pas, je ne suis pas financier, je ne suis pas industriel, mais c'est ça la solution. C'est complexe. C'est complexe comme solution, comme problème. Oui. Et même les solutions. Bon, à un moment, là, dans le livre, vous écrivez « En fermant ses frontières, l'Union européenne soutient involontairement la maltraitance et l'esclavage. » Oui. Là, vous parlez de quoi, en fait? Vous parlez... C'est parce qu'on sait que si les gens sont pris dans le désert avec les marchands d'esclaves, s'ils ne peuvent pas franchir le pays, ils vont être pris, ça va être de la main-d'œuvre bon marché, puis les filles sont utilisées pour la prostitution, les hommes sont utilisés pour faire des travaux absolument impossibles, à des salaires ridicules. Je pense que même des fois, on ne les paie pas, ils marchent au fouet, tout simplement. Et puis voilà, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je dis que si l'Europe ne fait rien, ne les laisse pas rentrer, bien, tu les gardes en isolement dans ces pays-là, et donc tu laisses l'esclavagisme se développer et continuer à ce moment-là. Oui, parce que quand même, quand on lit ça, on se dit c'est quand même aberrant de savoir qu'il se passe des choses pareilles et personne ne réagit. C'est tout un système, les esclavagistes. C'est vraiment tout un système. Là-dedans, il y a le trafic effectivement humain d'esclavage, mais il y a le trafic des organes aussi. Mais à qui profite tout ça? On se demande, à qui profite tout ça? C'est des privés. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre la main sur de grandes puissances comme les États-Unis ou je ne sais pas, en ce moment, il y a cette affaire d'Ukraine dont on parle partout, on déploie des armées, mais ils ne peuvent pas combattre ces personnes-là. On se demande, enfin, c'est des questions vraiment qu'on se demande en disant, mais c'est… En fait, il faut que quelqu'un aille faire la police, comme on dit dans ces régions-là, pour mettre de l'ordre dans ces pays-là, mais qui veut aller là? Les pays qui ont fait du colonialisme, les Anglais, les Français, les Italiens sont sortis. On parlait avant le début de l'émission que les Français en faisaient encore un peu de colonialisme déguisé en du financement et en toutes sortes de choses. Mais c'est ça, il faut que quelqu'un ait mettre de l'ordre là-dedans. Peut-être que l'ONU devrait s'en mêler, mais à ce moment-là, il faut constituer une armée et il faut aller faire la police, comme on dit, pour réglementer tout ça. Mais dans ces pays-là, les gouvernements sont tellement faibles, sont tellement mal organisés, je pense qu'ils ne peuvent pas aller mettre de l'ordre. Regardez en Égypte. En Égypte, par exemple, on dit que le Sinaï est un coin de migrants où il y a beaucoup d'esclavage. Mais Al-Sisi ne fait rien pour aller mettre de l'ordre là-dedans. Et pourtant, Al-Sisi, c'est quelqu'un qui a de la force, c'est quelqu'un qui a des sous, c'est quelqu'un qui a de la puissance, c'est un militaire. Mais il ne se passe rien, il ne fait rien. Pourquoi? On ne sait pas. Ne pensez-vous pas, enfin, c'est à mon humble avis, ne pensez-vous pas que finalement, on ne regarde que les coins où il y a quelque chose à retirer? Ah ben voilà, il y a du pétrole, il y a du de l'or. L'Érythrée a comme richesse, en fait, du sous-sol ou qu'est-ce que l'Érythrée a? Apparemment, pas grand-chose. L'Érythrée n'a rien. En principe, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de… Il n'y a rien. Il n'y a rien à aller exploiter, donc ça ne nous intéresse pas, on laisse tomber. Exact. Moi, je pense que, enfin, tout laisse à croire qu'on ne regarde que où on peut retirer quelque chose. Si on apprend qu'il y a des richesses dans le sous-sol du Congo, on y va. Si on apprend qu'il y a des richesses dans le sous-sol, OK, pas de problème. On enlève les dictateurs. Oui. Voilà. On paie les dictateurs pour qu'ils restent tranquilles, pour pas qu'ils se mêlent de la situation. Exact. Donc, le malheur de l'Érythrée, non pas de l'Érythrée, plutôt des Érythréens, le malheur du peuple de l'Érythrée, c'est que le pays n'a rien. Du coup, on n'a pas de richesse, de grande richesse à exploiter. En fait, on dit que c'est un très beau pays et qu'il y aurait de l'avenir pour le tourisme. Parce qu'on est quand même, l'Érythrée, hein, on est en face de la Mecque, hein. On est sur la mer Rouge, on est juste en face. Apparemment, sur le plan touristique, ça pourrait devenir une destination très intéressante. Mais il n'y a pas personne qui veut aller investir dans ce pays-là dans les conditions actuelles du gouvernement. Le tyran, apparemment, il ne veut personne, il ne veut pas l'étranger. Voilà. Mais s'il laisse rentrer les étrangers, les Érythréens, vont découvrir un autre mode de vie. Ils vont découvrir ce qui se passe dans les autres pays. La communication va s'établir. Et là, peut-être que les Érythréens vont vouloir se rebeller contre leur dictateur à ce moment-là. Alors, c'est pour ça qu'il ne veut pas que les gens rentrent là. Il veut les garder dans l'ignorance, ni plus ni moins. Wow. Une véritable transhumance.
pardon, d'une véritable transhumance. Oui. Mm. Véritable, véritable. Oh là là. C'est les solutions finalement, quand on regarde bien, qui à long terme pourraient servir aussi bien au peuple, puisque personne ne s'occupe d'eux. C'est comme vous dites, il faut que les gouvernements sur place développent pas forcément des industries, mais bon, développent des choses. Moi, je prends l'exemple de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, la plupart des pays de l'Afrique centrale ont des richesses de sous-sol. Voilà. Mm-hmm. Et puis, ça serait bien que les leaders de ces pays développent tout ce qu'il faut sur place pour éviter… Je dois vous dire qu'il y a une mine qui existe en Érythrée, j'en parle, c'est des Canadiens d'ailleurs, une compagnie canadienne qui exploite une mine de, j'oublie le minerai qu'ils cherchent, là, mais c'est exploité par des Canadiens. Ça m'a énormément surpris d'apprendre ça. Et on reproche à cette compagnie-là, quand on parle de la compagnie ici dans les journaux, d'utiliser les Érythréens comme des esclaves parce qu'ils travaillent pour des salaires de famine. C'est du 7 jours par semaine, 10 ou 11, 12 heures par jour. Ce pas des conditions de travail normales, ça. Là. En Afrique, c'est ça. Hein? C'est multinationales qui vont… Mais voilà, les autres, ils trouvent leur compte là-dedans. Ça fait un peu bizarre, mais voilà, ils trouvent leur compte là-dedans. Et pendant ce temps-là, Afewerki, lui, il tire des revenus de ça, de la mine. Puis il se contente de ça pour l'instant. Mais il pourrait faire beaucoup plus avec ce pays-là s'il voulait. Il y a quelque chose que je voulais lire quand même, un passage que je voulais lire à la page 229, qui parle un peu des conditions de voyage. Vous savez, quand ils arrivent quand même à passer la frontière du Soudan, après il faut partir, il faut prendre des… Avant même avant la traversée en Méditerranée, hein, il y a d'autres dangers dans le désert. Oui. Parce qu'il y a les esclavagistes, c'est vrai, il y a les lions, les animaux sauvages, les lions, les hyènes qui sont là. Il y a la tempête de sable également. La chaleur, le sable, oui. La chaleur, la famine, la soif, tout ça. Et quand ils arrivent à trouver une voiture qui peut les emmener peut-être en Égypte ou en Éthiopie. En fait, c'est les passeurs qui font ça. Voilà, les passeurs. S'ils arrivent à monter, je ne sais pas, 19 dans le coffre des pick-up en général, et puis tant pis, il y en a qu'on perd en route. On n'arrête pas. La voiture ne s'arrête pas. Non. Donc alors, le héros, Youssef, qui prend cette voiture, ils embarquent, ils sont une vingtaine hein, dans le derrière de la pick-up. Et voilà le chauffeur, l'accélérateur au tapis. Le chauffeur pilotait sans se soucier des passagers, braquant à gauche, à droite. Le pick-up rebondissait sur la piste à s'esquinter. Il zigzaguait, penchait sur le côté, dans les ornières, puis ricochait sur la route. On imagine 20 personnes derrière ce pick-up, à l'étroit, avec tout ce qu'il fait. Il zigzague, se penche sur le côté, tout ça. Bousculés, bâillotés les uns contre les autres par les embardés et les coups de frein suivis d'accélération brutale. Je n'ose même pas continuer, c'est dire. Et puis quand il arrive, il se rend compte qu'il en manque je ne sais pas combien. Ça peut arriver qu'il en manque quelques-uns, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'ils disent qu'il ne faut pas s'endormir. Et donc, en fait, tout le monde prend. Ces pauvres, déjà, quittent le pays où ils ont économisé avec un peu d'argent. Donc, à chaque fois, ils payent ici, ils payent. Ils payent pour prendre cette voiture, mais le chauffeur, ils ont encaissé les sous et puis voilà. Ils en perdent 5, 10. Ouais, les chauffeurs ont des itinéraires et des horaires à respecter très souvent et ils prennent de la drogue pour rester éveillés. Alors, c'est pour ça qu'ils roulent vite. Puis, ils savent qu'ils ont des points de rendez-vous à un moment donné parce que quand ils arrivent à la frontière de l'Égypte, par exemple, au sud de l'Égypte à la frontière, c'est organisé avec les douaniers. Ils payent les douaniers pour laisser passer les pick-up. Les douaniers empochent des sous. Les militaires à la frontière empochent des sous pour laisser passer les pick-up. Ah oui, on voit ça. C'est la corruption à tous les niveaux. Tous les niveaux. C'est la corruption. Tout le monde fait son business. Seigneur, mais on se dit, mais quel monde? L'être humain n'a vraiment plus de cœur. Comme disait, c'est Rousseau, qui disait, Jean-Jacques Rousseau qui disait, l'homme est un loup pour l'homme. Oui. Vous imaginez, mais là-dedans, on s'est dit, mais c'est l'homme est un loup pour l'homme. C'est chacun pour soi. Hein? C'est parce que personne n'arrive à trouver, comment dire, à trouver un gagne-pain normal pour faire vivre sa famille. Alors, tout le monde vit d'expédients, mais des expédients qui sont parfois, ils trouvent des expédients parce que tout le monde cherche un moyen de vivre. Tout le monde veut faire des sous pour survivre. Alors, des fois, c'est d'être bandit puis c'est d'être esclavagiste. C'est la seule façon de s'en sortir. Oh là là. Et le Soudan à côté qui déploie des attaques sauvages, en fait, pour décourager
les migrants de rentrer dans le Soudan. Oui, parce qu'à un moment donné, le pays doit, quand il y a des milliers de personnes qui arrivent. Alors, ces gens-là se ramassent dans les villes, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de dormir à des endroits. Il y a un surpeuplage des villes qui se fait. C'est aussi le problème de l'Europe. Quand il arrive des centaines de milliers de migrants de partout qui débarquent dans les pays en Europe, ça devient un problème. Et j'ai même pensé à un moment donné, je n'ai pas pu le vérifier de façon officielle, mais j'ai même l'impression que les syndicats en Europe ne veulent pas voir arriver les migrants parce que les migrants vont être de la main-d'œuvre à bon marché. Et là, le syndicat va perdre des revenus. C'est tout ça qui est en jeu dans les politiques d'immigration. Mais alors, cette jungle dans le Calais, on sait dans le Calais, tout ça. Oui. Mais finalement, c'est ouvert. Pourquoi? Est-ce qu'on s'occupe de ces personnes-là qui débarquent? Ben, les gens s'en vont là parce que il y a beaucoup d'immigrants qui veulent passer en Angleterre et c'est le point le plus proche Calais pour passer en Angleterre. Alors, c'est pour ça qu'il s'est développé tout ce camp de réfugiés à un moment donné sur les rives de Calais où la police a été obligée d'aller faire des descentes à quelques reprises là-dedans. Ils ont détruit les camps, mais ils reviennent après. C'est jamais réglé, cette affaire-là. Ils ont été obligés d'ériger des clôtures barbelées le long pour protéger les routes parce que les garçons montaient à bord des camions, des gros routiers, là, les vannes qu'on appelle, là, et ils se cachaient dans les trains des routiers, ils se cachaient dans les camions, ils se cachaient partout pour essayer parce que les camions s'en vont sur des traversiers pour gagner l'Angleterre. Alors, ils ont été obligés d'ériger des barrages pour pas que les garçons aient accès aux camions. Finalement, qui a une meilleure politique de l'immigration? On sait que les Italiens, non. Ils arrivent tous en bateau, là, dans les chaloupes. Ils accostent à Lampedusa. Oui, mais c'est une île, oui. L'Italie ne veut même pas des fois, entre l'Italie et Malte. Ah ben, il y a eu de grosses protestations de la part de Matteo Mazzi ou quelque chose comme ça, là, qui était un député italien qui était contre l'immigration des Africains en Italie. Oui, finalement, c'est l'Angleterre qui les accueille mieux ou ben, la France en a pris beaucoup aussi. L'Angleterre en a eu aussi beaucoup, la Grèce. En Grèce, il y a d'énormes camps de réfugiés en Grèce aussi. Mais là, ils les retiennent là parce que, comme on dit, ils ne savent pas quoi faire avec eux autres. Ils ne savent pas comment les distribuer à travers les pays d'Europe pour essayer d'équilibrer les choses. Je regarde le Canada, par exemple, avec les immigrants qui viennent du sud, de l'Amérique latine et ainsi de suite. On en a accepté une quantité, mais on les fait venir par avion et tout ça. Mais c'était très limité parce que les pays ont des budgets très limités pour ça. Oui, c'est vraiment paradoxal tout ça. Parce que la communauté internationale qui est là, qui facilement, je vois qu'ils mettent il y a des présidents qu'on attrape, qu'on met facilement en prison et pas d'autres. Le président du Soudan, apparemment, il a un arrêt, on l'appelle arrêt international derrière lui depuis je ne sais pas combien d'années, mais il est toujours à la tête de son pays. Mais là, l'armée a pris le pouvoir au Soudan. Voilà. Mais voilà, à un moment, il était… il était intouchable. Celui de l'Érythrée, il est là, hein? Personne ne le touche. Hein? Pourtant, on sait bien tout ce qui se passe, personne ne le touche. Et puis, en Érythrée, en Érythrée, Afewerki ne fait pas beaucoup de vagues. Au Soudan, c'est beaucoup plus… il y a beaucoup plus de perturbations, si vous voulez. En Érythrée, le peuple est tranquille, le peuple ne manifeste pas, il n'y a pas de manifestation dans les rues, les gens ne s'organisent pas, n'arrivent pas à s'organiser pour protester contre la dictature. C'est pour ça que je disais qu'ils n'ont pas de cellulaire, ils n'ont pas d'Internet. Comme c'est arrivé pendant la révolution égyptienne en 2011, les jeunes s'appelaient, s'envoyaient des messages textes sur leur téléphone, sur Internet, et ainsi de suite. Il y avait un réseau de communication. C'est pour ça qu'à un moment donné, Morsi a coupé l'Internet, parce qu'il voyait bien que les jeunes communiquaient entre eux. Alors, il a arrêté Internet. Mais à Afewerki, en Érythrée, il n'y a pas ce problème-là, parce que Internet n'existait pas, personne n'a des cellulaires. Alors, ça paraît drôle à dire, mais c'est presque le tam-tam qui est encore le meilleur moyen de communication. Wow. Il envoie ses sbires jusqu'à Paris, hein, faire la chasse aux… Oui. Oui, parce qu'il y a une station de radio à Paris qui donne des nouvelles et qui est écoutée par certaines personnes qui ont des radios ondes courtes, qu'on appelle, là. Mais ils ont déjà démoli l'émetteur de la station de radio, pour empêcher les communications avec les… Oh là là, vraiment. Écoutez, Monsieur Laflamme, on arrive au terme de notre entretien là. C'est tellement intéressant, vraiment. Mesdames et messieurs, lisez ce livre. Vous voyez, on ne peut pas parler de tout ce qu'il y a dans le livre. Là, on a parlé vraiment en gros, l'état ce qu'il a, mais vraiment, lisez ce livre. C'est un puits d'information pour voir ce qui se passe au niveau des droits d'asile,
voilà, ce que dit les droits de l'homme, mais qui finalement, est-ce qu'on les respecte, est-ce que c'est appliqué? Tout ça, Monsieur Laflamme vraiment a pris le temps de nous donner plein d'informations. Et vous-même, Monsieur Laflamme, vous parlez de mondialisation de l'indifférence. Quel est votre mot de fin par rapport à votre terme mondialisation de l'indifférence? En fait, le terme mondialisation de l'indifférence n'est pas de moi, mais de François le pape. C'est lui qui a utilisé la première fois cette expression-là et je trouvais que ça allait bien avec le titre parce que c'est de ça qu'on parle finalement dans le roman. Il se passe des catastrophes partout sur la planète et les gens restent indifférents malheureusement. Indifférents. La communauté internationale surtout parce que bon, nous, les personnes, bon, on lit ça, on n'est pas au courant, tout, finalement, on est au courant. Moi, je suis au courant, je me dis, mon Dieu, mais que faire? Que faire? Mon regard, déjà, une chose de gagner, c'est que mon regard change. Déjà par rapport aux Érythréens, voilà, on regarde, on voit les gens arriver. Souvent, je me dis, ah, mais pourquoi prendre ce risque? Sachant que c'est pas sûr, c'est pas si... Mais en lisant, je me dis, oh là là, mais je comprends. Pourquoi fuir une telle tyrannie? On fuit la tyrannie, on fuit l'esclavage, on fuit la pauvreté surtout. Tout ça est une question de pauvreté. On pourrait résumer toute la question à dire, si les gens étaient moins pauvres, s'ils avaient des emplois, ils n'auraient pas besoin de traverser des situations comme ça. Mesdames et messieurs, vraiment, c'est très, très, très... Nous vous conseillons, lisez ce livre de M. Pierre Laflamme. Il est tellement bien écrit, franchement, super bien écrit. Il se lit vite parce que le sujet est tellement intéressant qu'on veut vraiment savoir. On dit ouf, mais on découvre tellement de choses. Alors, il y a beaucoup de compassion à avoir, forcément de la compassion. Et on s'interroge, que faire? Que faire? Les oubliés de Dieu. Voilà, tout un livre sur l'Érythrée. Et aussi, en fait, c'est un petit peu tout les alentours, tout ce qui est toute la corde. Mais c'est surtout sur le milieu de l'esclavage et de l'immigration qui se passe en Afrique. Parce que l'Érythrée était le point de départ de cette histoire-là, mais l'histoire ne se passe pas en Érythrée complètement. Hein. L'histoire, on voyage à travers l'Afrique et on remonte vers le nord, voilà. À travers le Soudan, tout ça, l'Égypte. Oui. Égypte aussi. Et puis, on arrive à Calais. Voilà. Oui. Vraiment très, très riche. Ce livre, très, très riche. Lisez-le, mesdames et messieurs. Nous vous le conseillons vraiment, vous ne serez pas déçus. On en apprend, on en apprend. C'est vraiment, merci à vous, monsieur Laflamme, hein, d'avoir pris le temps de poser sur papier tout ce dont vraiment, on a vraiment besoin de le savoir. C'est important. Alors, monsieur Laflamme, avant de nous quitter, je vais vous demander si vous avez des projets. Avez-vous actuellement un projet d'écriture? Dans le moment, oui, je travaille sur un nouveau roman qui est la suite du Sang des cailloux. Ah, d'accord. La suite de... Le sang des cailloux. Le sang des cailloux. Le sang des cailloux, comme je vous disais plus tôt, c'est l'histoire d'un garçon qui est entraîné, qui est éduqué pour devenir terroriste, qui devient un terroriste djihadiste, qu'on appelle. Et tout ça se passe en Égypte, sur le fond de la révolution de 2011, à ce moment-là. Alors, j'ai décidé de voir qu'est-ce qui se passait maintenant depuis la révolution et je continue l'histoire de ces personnages-là dans un nouveau roman. Bien, super, super. Alors, voilà, hein, mesdames et messieurs, nous disons merci à M. Pierre Laflamme avec son livre « Les oubliés de Dieu ». Et il a également écrit… Le sang des cailloux. Vous pouvez avoir ça tout sur le site Internet, voilà, Le sang des cailloux et le temps des dérangements. Voilà. Et où est-ce qu'on trouve votre livre? Parce qu'on ne le trouve pas sur Amazon, hein, M. Laflamme. Il est maintenant sur Amazon. Ah, celui-là aussi? Oui. Le sang des cailloux également? Oui, tout, et les livres sont sur Amazon, mais Les oubliés de Dieu ne sont pas en version numérique. Ce n'est pas en livre numérique encore. C'est papier. Si vous le voulez en livre numérique, Les oubliés de Dieu, vous pouvez l'avoir sur le site Internet, sur mon site Internet. Mais les 3 livres sont disponibles en format papier sur Amazon. Voilà. Alors, donc, les 3 livres de M. Laflamme, Les oubliés de Dieu, Le sang des cailloux et son premier livre sont donc sur Amazon. Et si vous voulez la version e-book, oui, il faut aller sur son site à lui. Oui. C'est pierrelaflamme.com. pierrelaflamme.com. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Encore, nous vous conseillons Les oubliés de Dieu, mesdames et messieurs, vous ne serez pas déçus. Hein. Ça vaut vraiment le coup d'aller prendre les informations qu'il y a dans ce livre. C'est un puits d'informations. Monsieur Laflamme, un grand, grand merci à vous. Vraiment, merci à vous. C'était très agréable. Et surtout de nous avoir donné cette information. Vraiment. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt. À très bientôt.
Alors, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter cette intervention de monsieur Pierre Laflamme au sujet de son livre « Les oubliés de Dieu », que je vous rappelle, il est donc là. Alors, il s'agit de quoi dans ce livre? Il s'agit d'un jeune héros dénommé Youssef, qui est érythréen, qu'il est de l'Érythrée. Il cherche donc à partir, les conditions de vie ne sont pas bonnes en Érythrée, il y a un tyran à la tête de ce pays, c'est ce qu'il dit. Alors, il cherche à partir. C'est pas facile. Il doit passer par le Soudan, l'Égypte, l'Éthiopie, pour se retrouver en Libye et pouvoir prendre la Méditerranée, souvent dans des chaloupes de fortune, hein, comme on en entend tout le temps aux informations. Il essaie dans ce livre, franchement, de nous tracer un petit peu. Il faut le lire parce que c'est très, très, très intéressant. J'ai beaucoup appris. Comment c'est pas facile. On entend que ces jeunes ont pris des chaloupes pour se retrouver en Méditerranée. Certains se noient. Leur calvaire, en fait, ne se passe pas qu'en Méditerranée. Ça se passe depuis le départ au pays. Parce que là-bas, en partant je prends le cas de Youssef, en partant même de l'Érythrée, pour arriver au Soudan, partir du Soudan, aller en Éthiopie ou même en Égypte, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ne rencontrent pas en chemin? Il y a les esclavagistes, il y a les bandits, on les appelle les bandits du désert. Les esclavagistes qui demandent des rançons aux parents. Les parents envoient la rançon au lieu de renvoyer leur esclave chez les parents qui ont payé. Et non, ils revendent la même personne dont ils ont encaissé la rançon de 10 000 euros à 20 000 euros. Ils le revendent à un autre esclave. Imaginez. Ça, c'est des choses qu'on entend comme ça, tu vois, mais vraiment, c'est des choses, ça fend le cœur. Ils partent de là. Ceux qui arrivent à passer passent, mais il y en a qui montent dans des voitures et puis la voiture part dans le désert, tout ça. Ils tombent de voiture, tant pis, on ne s'en rend pas compte. Il est à la merci de quoi? Des lions, des lionnes, des hyènes et de je ne sais pas. Mais vraiment, c'est à lire. C'est bien d'être au courant de ce genre de choses parce que ça nous aide aussi à devenir, pour nous-mêmes, pour notre développement personnel, ça nous aide, si vous voulez, à devenir de meilleures personnes aussi, parce qu'on se dit, on ne va pas se plaindre. On se lève le matin, oh il fait froid. On se lève le matin, oh il n'y a pas d'eau chaude, oh là là. Vraiment c'est des petits détails. On se lève le matin, oh là là, j'ai pas pu manger ce que je voulais manger. On se rend compte que c'est pas ça la vie. Et qu'on devait avoir la gratitude tous les jours en disant, ah, on vit en paix quand même. C'est ça. On n'a jamais tout. Rien n'est parfait. Sur cette terre, rien n'est parfait. Heureusement, dans le livre, il n'y a pas que cette histoire triste de Youssef qui part de l'Érythrée et puis traverse tous ces problèmes à la recherche d'une meilleure vie. Il n'y a pas que ça. Il y a une belle histoire d'amour aussi dans le livre et puis il faut découvrir, il faut la lire. C'est une très belle histoire d'amour. Lisez-la et puis la fin est tout simplement réaliste. Nous remercions donc M. Pierre Laflamme. Voilà, mesdames et messieurs, Les Oubliés de Dieu, disponible sur Amazon. Mesdames et messieurs, nous vous conseillons, lisez-le. Et puis voilà. Si vous aimez Parlons de livres, n'hésitez pas. Abonnez-vous, appuyez sur le bouton rouge, subscribe et puis toujours laissez-nous vos commentaires. Ça fait plaisir de lire vos commentaires. Merci, au revoir et à très bientôt.